merci à vous d'être ici, merci pour l'invitation. Donc, je vais vous parler des perspectives contemporaines de l'ostéopathie structurelle. Je n'ai pas un rôle facile parce que je vais vous donner les niveaux de preuves scientifiques sur ce qu'on pense faire. Évidemment, l'ostéopathie est populaire, on soigne, on améliore la qualité de vie de beaucoup de personnes. On pense que ça passe par les techniques, par certaines choses, etc. Probablement, mais on occulte beaucoup de choses, ce qui fait que beaucoup des modèles explicatifs sont obsolètes, c'est le mot. Ce n'est pas le mot que j'avais donné, mais je le confirme. Le fait de savoir que une colonne vertébrale, les mouvements combinés, ils sont imprévisibles. Le fait de manipuler à droite ou manipuler à gauche, de manipuler cervical ou manipuler lombaire d'un point de vue neurophysiologique, c'est exactement la même réponse. Donc maintenant, on dispose d'autres modèles pour pouvoir investiguer ce que l'on fait en termes de manipulation. Et surtout, cette approche biopsychosociale, elle permet de comprendre différemment et d'optimiser les soins que l'on peut donner. Et je vais vous donner beaucoup d'informations qui vont aller à l'encontre de ce que moi, on m'a appris aussi, hein, et de ce que moi, j'ai enseigné pendant des années. En fait. Donc ça bouscule un petit peu dans les croyances. Et en science, il y a des outils pour pouvoir dépasser justement ces différentes remises en question. Il y a beaucoup de croyances. D'accord? Donc, croire que les os du crâne, ça bouge, c'est une croyance. D'accord? Les lois de Fryette, ça régule le mouvement vertébral, c'est une croyance. On manipule telle vertèbre, ça stimule le sympathique, tout ça, je vous montrerai, c'est du n'importe quoi au niveau physiologique. Alors, ça a pu être un support pédagogique, etc., hein, qui a peut-être été utile à un moment, mais ce n'est pas du tout de l'evidence-based medicine. Donc moi, je vais vous parler d'evidence-based medicine. Donc mon travail en ce moment, c'est comment essayer de concilier un petit peu ces deux aspects, hein, ces deux extrêmes, comment introduire cette dimension de religion, de spiritualité dans ce que l'on fait. Si on travaille seulement sur un paradigme de santé body-mind, d'accord, corps-esprit, ce qu'il y a beaucoup dans les décrets en ce moment. Ceux qui le font mieux sont les physiothérapeutes. Ils le font depuis beaucoup plus longtemps que nous. Ils ont beaucoup plus accès à toutes les choses de recherche. Et eux, leurs étudiants, dès leur première année, on ne leur raconte pas des salades avec les os du crâne, les machins, les trucs, etc. Ils rentrent directement dans le vif du sujet. Donc, si on reste sur ce paradigme body-mind, l'ostéopathie, ça va être intégré dans un grand cadre de thérapie manuelle au pluriel. Et il y en a qui seront très contents. Hein. Mais je suis là juste pour expliquer comment ça se passe dans les pays où c'est reconnu, etc. Mais si ce concept, ce paradigme de santé, corps, âme, esprit, dans la littérature scientifique, c'est ce qu'on a mis dans notre article qui a été publié, il y a deux professions, hein, il y a deux grands groupes de professions. Il y a les ostéopathes, donc le paradigme corps, âme, esprit, c'est dans les principes de l'ostéopathie depuis 2002, et le chamanisme. Si on reste sur ce paradigme corps, esprit, body-mind, d'accord, je ne vois pas pourquoi il y aurait 3 ou 4 professions différentes, puisque on va apprendre aux futurs ostéopathes, aux futurs kinés, aux futurs chiropraticiens d'aller chercher les meilleurs niveaux de preuve en thérapie manuelle au pluriel, aller appliquer des algorithmes cliniques en fonction des prises de décision, etc., etc. Donc la seule raison qui justifierait d'aller travailler dans une partie beaucoup plus intuitive, c'est d'intégrer cette dimension spirituelle. Mais alors, quand je dis, j'en parlerai après si vous voulez, c'est-à-dire qu'en neurosciences, on est capable maintenant d'expliquer ce qui se passe quand on palpe, etc., sur les états modifiés de conscience. Donc il y a plein de choses intéressantes qui sont faites. Donc, nos futurs confrères, consoeurs qui vont sortir cette année, les nouveaux décrets, l'année prochaine, c'est 2014. L'année prochaine, les décrets. Donc, théoriquement, surtout ceux qui sont RNCP 1, tous les études, tous les diplômés, maintenant savent faire ça.
C'est-à-dire formuler une question clinique qui puisse répondre. Alors, puisque là, on parle de perspectives contemporaines d'ostéopathie structurelle, est-ce qu'il y a des techniques qui seraient plus efficaces que d'autres sur une pathologie, sur des symptômes? Ou si les techniques, s'il y a trois techniques qui ont les mêmes effets, est-ce qu'il y en a une qui a moins d'effets cliniques positifs, est-ce qu'il y en a une qui a moins d'effets secondaires, etc. Est-ce qu'il y en a une qui est plus appropriée chez quelqu'un qui a 20 ans, quelqu'un qui a 40 ans? C'est ça, formuler une question de clinique qui puisse avoir une réponse. Chercher les meilleurs niveaux de preuve, c'est aller chercher d'abord donc, les articles scientifiques publiés dans des revues à comité de lecture. On a eu cette discussion tout à l'heure. Pourquoi c'est important les revues à comité de lecture? C'est-à-dire que l'information que vous donnez, elle a été filtrée, corrigée, validée par des experts anonymement, par des experts dans le domaine. Donc ça a beaucoup plus de poids. C'est une information qui a été filtrée par rapport à une information qui n'est pas filtrée de quelqu'un qui écrit un livre. Donc le fait de toucher quelqu'un, ça active des mécanismes et l'effet spécifique de la manipulation, en tout cas d'un point de vue scientifique, c'est ce qu'on m'a demandé de venir vous montrer cet après-midi, en travers de l'evidence-based medicine, il est minime. On a essayé de le chiffrer, donc là je suis désolé, hein, mais voilà, c'est ça l'evidence-based medicine. Donc 80% de la variation de la douleur aiguë, elle est due aux effets contextuels. Donc le mec, il arrive plié en deux, il ressort comme ça, magic. En fait, la manipulation, elle a peut-être compté que pour 20%. Et tout le reste, c'est parce que il y a le diplôme, il y avait du Jeff Buckley dans la salle d'attente, et puis c'est là-dessus qu'il a emballé sa femme, vous n'en savez rien du tout, d'accord? Mais c'est pas beaucoup la technique, il faut le savoir. 66% de la variation de la douleur chronique, donc voilà, 2/3. Donc, le tout, c'est de le savoir. Alors attention, hein, l'ostéopathie, c'est un métier manuel, etc. Il faut manipuler, etc. La seule chose, c'est peut-être commencer à faire un zoom arrière en disant, quand il y a quelqu'un qui rentre et qui sort en allant mieux, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où il est sorti pour qu'il aille mieux? Donc, ok, on l'a manipulé, etc. Mais il s'est passé plein d'autres choses dont on n'avait absolument pas conscience et dont maintenant il faudrait prendre conscience. Mouvement couplé du rachis. Alors oui, puisqu'on est entre nous, ça bouge comment une colonne vertébrale? Les lois de Frayet 1918. Hein. J'ai pas dit 2018, j'ai dit 1918. Il y en a qui continuent encore? Non, parce que j'ai dit 1918, c'est-à-dire que jusqu'avant 1969, on étudiait les mouvements couplés de la colonne vertébrale en 2 dimensions, les radios, l'os sec, et même autant de Frayet sur les poissons rouges, je vous jure. Donc vous savez, donc vous vous dites, la vertèbre elle est en ERS gauche, c'est parce qu'il y a des gens qui, à plus de 100 ans, ils ont voyé le poisson rouge, etc. Pourquoi pas? Sauf que là, on est en France, on est en 2019, on a des appareils qui mesurent les mouvements vertébraux en 3 dimensions, et on a un peu plus d'informations. Donc là, on avait fait une revue de littérature sur tous les appareils qui peuvent être utilisés. La conclusion étant que chaque vertèbre bouge sur 3 axes simultanément, et autour des 3 axes, il y a des mouvements simultanés de rotation et de translation autour de l'axe. Okay. Donc, conclusion, les mouvements se produisent simultanément sur les 6 degrés de liberté, ils sont non prévisibles. Alors, ça tombe bien, j'ai arrêté d'enseigner les techniques manipulatives, parce que si je devais retourner en face des étudiants pour leur dire on va vous apprendre à palper des mouvements qui sont imprévisibles, je ne sais pas comment je ferais. Comment ils font chez toi? Un peu de poésie. Dysfonction somatique, c'est enseigné, c'est pas enseigné, on vous l'a enseigné. Qu'est-ce qu'on vous a enseigné? Qu'est-ce qu'on vous a appris à manipuler, à diagnostiquer alors? Parce qu'avant de parler de somatie structurelle et technique, comment est-ce que vous diagnostiquez
Une colonne vertébrale, est-ce qu'il faut, il ne faut pas? Vous cherchez quoi? Mouvement libre, c'est-à-dire? Ah non, moi je crois à tout le monde. Là où ça bouge le mieux. Ok, là où ça bouge le mieux. Peut-être Ouais, alors là où ça bouge le moins. Oui, Ok. il y a les nommés, comment ça bouge le mieux. Ok. Ce que vous voulez. D'autres choses? Qu'est-ce que vous utilisez comme critère diagnostic pour dire, bah, là il y a besoin de manipuler, ou là il n'y a pas besoin de manipuler? Là, il y a une... Vous dites dysfonction, lésion, machin, tout ça? Vous dites quoi? Changement de qualité des tissus, c'est peut-être des choses qu'on retrouve dans... Il y a beaucoup de poètes chez toi. Maintenant qu'on connaît mieux la physiologie, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour optimiser donc toutes les manœuvres diagnostiques? Quelles sont les manœuvres diagnostiques et qu'est-ce qu'on va aller rechercher? Tout ce qu'on pensait avant sur le modèle nociceptif Van Buskirk 1990, on sait que c'est pas bon. Anomalie radiologique, on sait que c'est pas bon. Anatomo-biomécanique, la jambe courte, la jambe longue, l'iliaque, etc. Tout ça, on ne sait pas comme ça. Donc, soit on continue, soit comme on forme des étudiants qui vont être capables de parler ce langage d'evidence-based medicine. Je souhaite bien du courage aux enseignants qui vont aller dire aujourd'hui on va vous montrer un iliaque postérieur, comment on le manipule, et vous avez 80 étudiants en face qui sont sur PubMed, ils disent vous racontez n'importe quoi. Je ne sais pas comment vous allez faire. Hein? Avec un peu de poésie. Poésie, toujours. L'amour, la poésie. Ou la science, aussi, c'est bien. Par contre, on sait qu'il y a un lien avec le contexte socioculturel, avec des croyances erronées. Mon ostéopathe, il m'a dit que j'avais le bassin de travers, j'ai une jambe longue, etc. Il faut me descendre la jambe. Bon. Anxiété, dépression, manque de sommeil, fatigue. Hein? Donc, c'est pas que... Voilà, il faut chercher ailleurs. Et les réponses, on en a ailleurs. Donc, soit on est flexible, soit on dit, bah non, c'est comme ça qu'on me l'a montré, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que je vais le montrer. C'est plus possible aujourd'hui en France à cause des décrets d'application que j'ai pris du temps de bien vous montrer. Ça fait partie des compétences, cette capacité d'analyser ses pratiques professionnelles au regard de la science. Alors moi, quand je suis arrivé à Kirchville, Dr Degenhardt, mon patron, il me dit « Raphaël, tu es là pour 2 ans, tu as l'appareil révolutionnaire, tu vas faire les études, tu vas reprendre, tu vas regarder ce que nous avait fait Erwin Koch, et puis tu vas aller faire la même chose, mais avec les appareils de maintenant. They may not be appropriate. » C'est le langage scientifique pour dire que on s'est basé sur des informations, une revue de littérature qui date de 1956 et qu'aujourd'hui, on a des informations qui nous permettent de comprendre ça différemment. Pourtant, je veux dire, ces modèles-là, ils ont servi à enseigner des gens, à former des gens, à soigner beaucoup de patients sans que ça pose problème. La seule chose qui pose problème maintenant, ce sont les décrets d'application de France en disant il faut réévaluer tout ça avec ce que l'on sait maintenant. Donc soit on continue à aller regarder, à foncer dans le mur là-dedans et chercher le truc, la biomécanique, le machin, le truc, soit on regarde ailleurs. Donc l'héritage ostéopathique a produit une identité culturelle différente. Donc cet article McGrath, alors il est très provocateur, mais moi j'aime bien. Une identité culturelle différente chez les ostéopathes. Il dit les ostéopathes, on leur montre que ce qu'ils font, ça ne marche pas comme ça, ils continuent à le faire. Je vais lui dire sa chemise elle est bleue. Vous allez tous me dire sa chemise elle est bleue. Il n'y a que les ostéopathes qui font comme ça. Donc c'est un peu compliqué. Parce que, ah oui, la tradition, l'ostéopathie stylienne, les paradigmes, les machins, les trucs, le blabla, voilà, il en faut, il n'y a aucun problème. Le tout, c'est de savoir comment est-ce qu'on s'adapte à notre environnement ou pas. Soit on s'adapte à notre environnement, c'est-à-dire qu'il
il y a une réévaluation de nos pratiques. Je ne dis pas qu'il faut tout mettre à la poubelle, il faut le réévaluer différemment. Les chiropraticiens ont réussi à le faire. Les chiropraticiens à l'OMS, ils ont des guidelines que pour eux. Nous, je vous ai parlé des chamans tout à l'heure. L'ostéopathie, c'est classé comme eux, c'est classé avec eux. C'est les médecines traditionnelles et complémentaires. D'accord ? On n'est pas avec les vrais docteurs, là. Pour l'instant, on est avec les gars de la forêt. L'hypothèse, c'était de savoir est-ce que le fait d'appuyer ou de ne pas appuyer fort, ça avait une influence sur le fonctionnement du système neurovégétatif tel que mesuré avec la microcirculation cutanée. Et toucher, la vraie technique, 50% du technique, le corps physiologiquement réagit pareil, à droite et à gauche, alors qu'on faisait une technique unilatérale. D'accord ? Donc, sachant cela, en clinique, voilà, j'ai mal à droite, mais c'est bloqué à droite, à gauche. Si vous savez que le système neurovégétatif et le système nerveux central réagissent de façon générale, passez plus de temps à autre chose ou raccourcissez le temps de votre consultation que d'essayer d'aller chercher des palpations, des restrictions de mobilité sur une vertèbre, sur un étage, etc. C'est la recommandation que moi je pourrais donner. Donc, toutes ces théories du modèle de la lésion ostéopathique, dysfonction somatique, Irvine Corr, ces modèles segmentaires, on sait, ça a aidé beaucoup de gens, ça a soigné beaucoup de gens, mais c'est pas comme ça que fonctionne un système nerveux autonome. On sait maintenant que donc, faut trouver autre chose, il faut réfléchir différemment, il faut porter son attention à d'autres endroits.